Un père célibataire est intervenu lorsqu'une petite fille était victime d'intimidation. Il ne savait pas que sa mère était la PDG recluse qui possédait l'entreprise pour laquelle il travaillait. Et son simple geste de gentillesse allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Le soleil de l'après-midi était faible, projetant de longues ombres fatiguées sur le terrain de jeu. Liam était assis sur le bord d'un banc, ses bottes de travail usées fermement plantées dans le sol, un livre de poche à moitié lu posé sur ses genoux. Sa fille Maya, âgée de 7 ans, les genoux écorchés et dotée d'un rire qui aurait pu briser du verre, escaladait la cage d'escalade comme si c'était une montagne qu'elle était née pour conquérir. Il la regardait avec une satisfaction profonde et silencieuse. La seule chose qui comptait encore pour lui, c'était leur rituel, leur petit coin de paix dans un monde qui semblait toujours exiger plus qu'il ne pouvait donner. Les quarts de travail à l'entrepôt étaient longs, le salaire maigre, et le silence qui régnait la nuit dans leur petit appartement lui rappelait constamment la personne qui le remplissait autrefois. Mais ici, avec l'odeur des copeaux de bois et les cris joyeux de Maya, il pouvait respirer. Il pouvait presque oublier le poids. Il regarda ses mains calleuses, la graisse d'une matinée passée, à réparer un tapis roulant coincé encore obstinément incrusté sous ses ongles. C'était un homme pragmatique qui aimait faire son travail et être présent. Il n'avait pas grand-chose, mais il tenait fermement à ce qu'il avait. Maya était maintenant au sommet, ses nattes flottant au vent tandis qu'elle surveillait son royaume. « Regarde papa, je suis la reine !» cria-t-elle, et il sourit. Un vrai sourire qui atteignit ses yeux et atténua les rides de fatigue qui les entouraient. « Je te vois, ma reine !» répondit-il. C'est à ce moment de fierté distraite que les ennuis commencèrent. Quelques garçons plus âgés, peut-être 9 ou 10 ans, avaient acculé une autre petite fille près des balançoires. Elle était plus petite qu'eux, avec des yeux sombres et sérieux et un manteau rose vif qui faisait d'elle une cible facile. L'attention de Liam se détourna, son instinct paternel se réveillant avec un bourdonnement grave et familier. L'un des garçons arracha une petite poupée tricotée des mains de la fillette et la fit balancer juste hors de sa portée. « C'est quoi ce jouet pour bébé ?» se moqua-t-il, sa voix portée par le vent. La petite fille ne pleura pas. Elle resta sur ses positions, le menton levé, mais les mains serrées en petits poings tremblants. « Rends-la-moi » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Oblige-moi » rétorqua le garçon en lançant la poupée à son ami. Liam serra les mâchoires. Il chercha du regard un parent, un tuteur, n'importe qui. Le parc était presque vide. Les autres adultes étaient absorbés par leur téléphone ou leur conversation. Il jeta un coup d'œil à Maya, en sécurité sur son perchoir, puis revint vers la fillette. Il ne pouvait pas rester là sans rien faire. Ce n'était pas dans sa nature. Il ferma son livre, se leva et se dirigea vers les balançoires. Ses pas étaient fermes et calmes. Il n'avait pas l'intention de crier. Il n'avait pas l'intention de faire une scène. Il avait juste l'intention d'être là. Un homme calme qui comprenait que parfois, la chose la plus importante à faire était de se tenir debout face à la tempête. Il connaissait l'expression sur le visage de cette petite fille. C'était l'expression de quelqu'un qui essayait d'être courageux alors qu'il ne l'était pas du tout. Et il aurait été damné s'il l'avait laissé affronter cela seul. Le monde lui avait appris cela. Liam s'approcha de la scène avec un calme acquis par l'expérience, celui qu'un père développe après des années passées à gérer les genoux écorchés et les querelles dans les cours de récréation. Il ne se précipita pas, n'éleva pas la voix. Sa seule présence suffit à changer l'atmosphère. Les garçons, qui riaient et se bousculaient, se turent lorsqu'il s'approcha. Ils jetèrent un coup d'œil à ses larges épaules, à sa chemise en flanelle usée par le travail, à sa mâchoire ferme et imperturbable. Et la confiance de leur petite bande commença à s'effriter. Il s'arrêta à quelques mètres, les mains dans les poches, le regard fixé non pas sur les garçons, mais sur la petite fille au manteau rose. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il d'une voix basse et calme. Ce n'était pas une accusation, mais une simple question qui exigeait une réponse. Le garçon qui tenait la poupée balbutia. « On jouait, c'est tout. » La petite fille leva les yeux vers Liam, ses yeux sombres grands ouverts et interrogateurs. Elle ne dit rien, mais il vit une lueur de soulagement dans son expression. « Elle n'a pas l'air de s'amuser beaucoup, » dit Liam, son regard se posant enfin sur les garçons. Il les fixa un instant, non pas avec colère, mais avec une déception tranquille qui était en quelque sorte plus efficace. « Je pense que vous avez quelque chose qui lui appartient. » Le garçon hésita, puis tendit à contre-cœur la poupée tricotée. Liam ne la prit pas. Il fit un signe de tête à la fille. « Donne-la lui. » Avec un soupir, le garçon jeta la poupée aux pièces de la fille et marmonna quelque chose entre ses dents avant de s'éloigner précipitamment avec ses amis. Leur bravade avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un silence gênant. Liam s'agenouilla,
ramassa la poupée et enleva les copeaux de bois de ses cheveux en laine. Il la tendit à la fille qui la serra fermement dans ses petites mains. « Ça va ?» demanda-t-il gentiment. Elle acquiesça, toujours sans parler, les yeux fixés sur la poupée dans ses mains. « C'était courageux de ta part, dit-il, de te défendre comme ça. » Un petit sourire, presque imperceptible, effleura ses lèvres. « Chloé !» Une voix de femme rompit le silence, aiguë d'inquiétude. Une femme traversait le parc à toute vitesse. Elle était vêtue d'un simple jean et d'un manteau gris uni. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon désordonné, mais elle se déplaçait avec une élégance qui semblait déplacée. « Oh, Dieu merci, je suis tellement désolée. » J'ai détourné le regard juste une seconde. Elle s'agenouilla à côté de la fillette, Chloé, ses mains effleurant les épaules de sa fille, vérifiant qu'elle n'avait pas de blessure, ce qui était le cas. « Tu es blessée ? Est-ce qu'ils t'ont poussé ?»« Je vais bien, maman, » murmura Chloé en brandissant la poupée. « Il m'a aidée. » La femme leva les yeux vers Liam, ses yeux de la même teinte sombre et sérieuse que ceux de sa fille, remplis d'un mélange de gratitude et d'embarras. « Merci, » dit-elle d'une voix haletante. « Je ne sais pas quoi dire. » Je me suis détournée un instant pour prendre un appel. « Et ce n'est pas grave, » dit Liam en se levant. « Les enfants sont comme ça. » Elle s'est bien débrouillée. « Tout de même, » dit la femme en se levant et en fouillant dans la poche de son manteau. « Laissez-moi au moins vous offrir un café ou quelque chose pour vous remercier. » Elle sortit un portefeuille noir et élégant, et ses doigts cherchèrent un billet. Liam leva la main en secouant la tête. « Non, ce n'est pas nécessaire. Je suis juste content qu'elle aille bien. » Il n'était pas poli, il était honnête. Il n'avait jamais accepté un centime pour avoir fait ce qu'il fallait, et il n'allait pas commencer maintenant. La femme s'arrêta, la main figée, et l'observa un instant. C'était un regard auquel il n'était pas habitué. Pas de pitié, pas de jugement, mais une sorte de curiosité calme et intense, comme s'il était une énigme qu'elle ne parvenait pas à résoudre. Il se contenta de hocher légèrement la tête, se retourna et retourna vers sa fille, laissant la femme debout près des balançoires, un billet neuf toujours entre les doigts. Elle le regarda s'éloigner avec une expression qu'il ne parvint pas à déchiffrer. La femme qui s'était présentée sous le nom d'Ellie regarda Liam s'éloigner, toujours tendu, partagé entre la panique et le soulagement. Elle remit son portefeuille dans son manteau, l'argent non dépensé lui semblant étrangement lourd dans sa poche. Elle l'avait offert par habitude, une solution transactionnelle à un problème, comme le voulait son monde habituel. Son refus, si simple et si catégorique, l'avait déstabilisée. C'était clair, il n'y avait eu ni négociation, ni attente. Elle n'était pas habituée à ce genre de situation. Elle s'agenouilla à nouveau et enlaça sa fille. « Tu es sûre que ça va, ma puce ?» Chloé acquiesça, le visage enfoui dans le manteau de sa mère, dont le parfum coûteux mais subtil lui procurait un réconfort familier. « Cet homme était gentil, » murmura Chloé. Ellie caressa les cheveux de sa fille. « Oui, c'est vrai. » Elle regarda de l'autre côté du parc, où Liam était maintenant assis sur le banc, sa fille Maya grimpant sur ses genoux avec un rire triomphant. Il lui parlait, la tête penchée, l'expression douce et détendue. Il dégageait une impression de solidité, un sentiment tranquille d'intégrité qui émanait de lui comme la chaleur d'un feu. C'était un parfait inconnu, mais elle ressentait une étrange pointe de quelque chose qui ressemblait à de l'envie. Sa vie était une forteresse faite de rendez-vous programmés, de réunions de conseils d'administration et d'apparitions publiques soigneusement orchestrées. Même cette sortie au parc était une évasion calculée, un petit moment de normalité entre une conférence téléphonique et un dîner stratégique. Mais pendant un instant, en le regardant avec sa fille, elle eut l'impression que c'était lui qui était vraiment riche. « Maman, on peut revenir ici demain ?» demanda Chloé en s'éloignant pour la regarder. Ellie hésita. Son emploi du temps était une grille de couleurs représentant ses obligations. Mais l'espoir dans les yeux de sa fille était une force à laquelle elle se trouva incapable de résister. « Oui, » dit-elle, en esquissant un sourire. « Oui, je pense que nous pouvons le faire. » Elle se leva, prit la main de Chloé, et elles se dirigèrent vers la sortie du parc. Elle jeta un dernier regard en arrière. Liam riait à quelque chose que Maya avait dit, la tête renversée en arrière. Le son ne lui parvint pas, mais l'image, oui. Elle s'imprima dans son esprit, comme un instantané, saisissant et saisissant d'une vie qui lui semblait à la fois incroyablement lointaine et profondément, douloureusement familière. Elle ne connaissait ni son nom, ni son histoire, mais elle savait qu'elle ne l'oublierait pas. Il était la première personne depuis longtemps qui ne voulait rien d'elle. Il lui avait simplement donné quelque chose gratuitement, sans rien attendre en retour.
Et dans son monde, c'était la chose la plus rare qui soit. Elle était venue au parc pour trouver un moment de tranquillité et d'anonymat, mais elle avait trouvé quelque chose de bien plus compliqué. Le lendemain, le ciel était d'un bleu limpide et sans nuages. Liam se retrouva sur le même banc, même s'il se dit que ce n'était qu'une coïncidence. C'était le banc qui offrait la meilleure vue sur les barres de singe, celui qui était baigné par le soleil de fin d'après-midi. Maya était déjà en mouvement, un tourbillon de baskets roses et de nattes virevoltantes. Son énergie contrastait fortement avec la fatigue qui s'était installée profondément dans les os de Liam. L'entrepôt avait été un véritable enfer aujourd'hui. Une importante livraison était arrivée endommagée, et il avait passé des heures à trier les dégâts, ses muscles endoloris par les mouvements répétitifs. Mais il avait promis à Maya d'aller au parc, et une promesse faite à Maya était sacrée. Il se pencha en arrière, laissant le soleil réchauffer son visage, essayant de chasser de son esprit les rapports d'inventaire et les heures supplémentaires. Il était à la moitié d'un chapitre lorsqu'une petite voix s'éleva à côté de lui. « Salut !» Il baissa les yeux et vit Chloé, la petite fille d'hier, debout devant lui, serrant sa poupée tricotée dans ses mains. Elle le regardait avec les mêmes yeux sérieux et attentifs. Derrière elle, sa mère Ellie se tenait à quelques mètres, un sourire hésitant sur les lèvres. « On dirait que nous avons eu la même idée », dit Ellie, d'une voix plus douce qu'hier. Elle était vêtue de la même manière, d'un simple pull et d'un jean. Un effort délibéré pour passer inaperçu, qui ne faisait que souligner l'élégance discrète dont elle ne semblait pas pouvoir se défaire. « C'est le meilleur parc de ce côté de la ville », répondit Liam en fermant son livre. Il lui fit signe de s'asseoir à côté de lui. « Asseyez-vous ». Elle s'assit, perchée sur le bord du banc, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de se mettre à l'aise. Chloé, quant à elle, avait déjà couru rejoindre Maya près du toboggan. Toutes deux se lièrent immédiatement d'amitié, comme le font souvent les enfants. « Je voulais vous remercier encore une fois », dit Ellie, les mains jointes sur ses genoux. Chloé n'arrête pas de parler de son héros du parc. Liam ressentit un léger embarras. « Je ne suis pas un héros, je suis juste un papa. C'est aussi une sorte de héros, non ?» rétorqua-t-elle, le regard tourné vers les enfants. Un silence confortable s'installa entre eux pendant un moment, seulement rompu par les bruits lointains de la ville et le grincement des balançoires. « Vous habitez dans le coin ?» demanda Liam. « Plus pour remplir l'espace qu'autre chose ?» Elle acquiesça. « Pour l'instant, je suis entre deux, j'essaie juste de passer plus de temps avec Chloé. » La réponse était vague, polie. Il voyait bien qu'il s'agissait d'une phrase toute faite, qui offrait peu et ne demandait rien en retour. Il connaissait ce genre de personne. Il n'insista pas. « Je comprends », dit-il à la place. « Le temps est la seule chose que l'on ne peut pas rattraper. » Il lui parla de son travail à l'entrepôt de la Vance Corporation. Les longues heures, la fatigue physique. Il ne se plaignait pas. Il présentait simplement les faits tels qu'ils étaient. Il se surprit à parler plus qu'il ne le faisait habituellement avec des inconnus, mais son attention silencieuse rendait la conversation facile. Elle écoutait, vraiment. Ses yeux sombres fixés sur lui donnaient l'impression d'être vu comme il ne l'avait. Elle lui parla des voyages, des réunions interminables, de la pression d'être toujours disponible. Elle ne mentionna pas le nom de son entreprise, et il ne lui demanda pas. Il se moquait des titres et des résultats financiers. Ce qui l'intéressait, c'était la lueur de solitude qu'il voyait dans ses yeux. La fatigue que sa posture parfaite ne parvenait pas tout à fait à cacher. Il venait de deux mondes différents. Il le savait. Mais assis là, sur ce banc réchauffé par le soleil, ils n'étaient que deux parents célibataires, regardant leur fille jouer et discutant de la lutte universelle pour essayer de se construire une vie agréable dans un monde qui ne leur facilitait pas toujours la tâche. Ils tombèrent dans une routine, imprévue et tacite. Presque tous les après-midi de la semaine suivante, ils se retrouvaient dans le même parc. Les filles, Maya et Chloé, étaient devenues inséparables, un duo dynamique débordant d'énergie et échangeant des secrets à voix basse. Liam et Ellie s'asseyaient sur leur banc, à une distance confortable l'un de l'autre, et discutaient. Leur conversation ne portait jamais sur des sujets importants. Elle concernait les petits détails essentiels de la vie. Il apprit qu'elle aimait l'odeur des vieux livres, mais n'avait jamais le temps de lire, qu'elle était une cuisinière épouvantable et qu'elle avait le vertige, ce qu'elle essayait de cacher à sa fille. Elle apprit qu'il savait réparer tout ce qui avait un moteur, qu'il buvait son café noir et qu'il fredonnait faux lorsqu'il était plongé dans ses pensées. Il lui a parlé de sa femme Sarah, non pas avec une grande tristesse, mais avec des anecdotes tranquilles, comme la façon dont elle plantait des tournesols dans la petite jardinière de leur appartement. Le son amusant qu'elle faisait quand elle riait trop fort.
C'était la première fois qu'il parlait d'elle à un étranger sans avoir l'impression d'ouvrir une blessure. Avec Ellie, il avait l'impression de partager une carte des endroits où il était allé. Elle, à son tour, lui parla d'un passé tout aussi sombre, mais pour des raisons différentes. Elle évoqua un divorce difficile, un partenaire qui privilégiait l'image à l'intégrité et la profonde solitude qu'elle ressentait dans une pièce bondée. Ses mots étaient toujours prudents, pesés, mais Liam savait lire entre les lignes. Il voyait une femme qui avait été déçue, qui avait appris à ériger des murs pour protéger ce qui restait de son cœur. Un après-midi, alors qu'une brise fraîche faisait bruisser les feuilles, Liam remarqua que la poupée préférée de Chloé commençait à se désagréger. L'un de ses yeux en bouton ne tenait plus qu'à un fil. « Oh non !» soupira Ellie en la regardant avec une expression impuissante. « Je ne sais pas comment réparer ça. »« Moi, je sais, » dit Liam. Il sortit de sa poche un petit outil multifonction, une habitude qu'il n'avait jamais perdue, et à l'aide d'une petite pince, il enfila soigneusement le bouton et le serra fermement. Il travaillait avec une précision délicate, ses grandes mains rugueuses étonnamment insensibles. Chloé le regardait, fascinée, tandis qu'il effectuait cette petite opération. Lorsqu'il eut terminé, il lui rendit la poupée, dont l'œil était désormais bien fixé. « Voilà, dit-il, elle est comme neuve. » Ellie le regarda, puis regarda la poupée, et un sourire sincère et spontané illumina son visage. « Y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas réparer ?» demanda-t-elle, une pointe d'admiration dans la voix. « Beaucoup de choses, » répondit-il en rangeant son outil. « Mais les petites choses, les choses importantes, j'essaie de m'en occuper. » Elle soutint son regard pendant un long moment, le parc s'estompant en un doux flou autour d'eux. En réparant simplement un jouet cassé, il lui avait montré une forme d'attention dont elle ne savait pas qu'elle avait tant besoin. Ce n'était ni grandiose ni coûteux, c'était simplement authentique. Et pour Eleanor Vance, une femme qui vivait dans un monde de perfection artificielle, l'authenticité devenait la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. La frontière entre leurs deux mondes commençait à s'estomper, et aucun d'eux ne semblait vouloir la redessiner. Le banc public devint leur sanctuaire, un terrain neutre où les étiquettes de leur vie extérieure semblaient sans importance. Il était simplement Liam, un père capable de tout réparer, et elle était simplement Ellie, une mère aux yeux tristes et au rire discret. La complicité entre eux grandissait de jour en jour, telle une vigne fragile s'enroulant autour du tronc solide de leur expérience parentale commune. Elle commença à apporter des collations pour les filles, de petits sachets de pommes coupées en tranches ou des biscuits faits maison, légèrement brûlés sur les bords, preuve de son manque autoproclamé de compétences culinaires. Liam trouvait cela attachant. Il se surprenait à attendre ces après-midi avec plus d'impatience qu'il ne voulait l'admettre, même à lui-même. Il constituait une pause dans la monotonie grise de sa vie, une touche de couleur dont il n'avait pas réalisé qu'elle lui manquait. Il aimait la façon dont elle écoutait, la façon dont elle fronçait les sourcils en se concentrant lorsqu'il lui expliquait la logistique complexe de l'entrepôt. Elle ne feignait pas l'intérêt. Elle semblait sincèrement fascinée par un monde si différent du sien. Il ne mentionna plus jamais le nom de l'entreprise pour laquelle il travaillait. C'était juste l'entrepôt, un lieu de béton et d'acier, un monde à part de l'herbe douce du parc. De son côté, Eleanor se surprit à se débarrasser des couches de son armure professionnelle. Avec Liam, elle n'avait pas besoin de jouer un rôle. Elle n'avait pas besoin d'anticiper les intentions, les demandes, les subtils jeux de pouvoir cachés derrière un sourire poli. Il n'attendait rien d'elle. Sa présence était un cadeau, pas une transaction. Elle lui parla des pressions liées à son travail, de l'exigence constante de croissance, du caractère inhumain de la course aux chiffres. Elle lui brossa le tableau d'une vie qui, selon tous les critères extérieurs, était couronnée de succès, mais qui, à l'intérieur, lui semblait vide. Parfois, j'ai l'impression d'être la personne la plus seule dans une pièce remplie de 1000 personnes, avoua-t-elle un après-midi, d'une voix à peine audible. Liam ne lui offrit pas de platitude. Il se contenta d'acquiescer, le regard fixe. « Je connais ce sentiment », a-t-il dit. « Après la mort de Sarah, la maison a été remplie de monde pendant des semaines. Je ne me suis jamais senti aussi seul de ma vie. Cette confession commune a forgé un nouveau niveau d'intimité entre eux. Ils n'étaient plus seulement deux parents. Ils étaient deux âmes solitaires qui avaient trouvé une lueur de reconnaissance dans les yeux de l'autre. L'attirance tacite qui avait vibré sous la surface de leur conversation s'est renforcée, une force magnétique qu'ils essayaient tous deux d'ignorer. Mais elle était bien là, dans la façon dont leurs mains se frôlaient lorsqu'ils lui tendaient un café, dans la façon dont leurs regards s'attardaient une seconde de trop.
dans la compréhension tacite que cela devenait plus qu'une simple série de rencontres opportunes à l'ère de jeu. Cela devenait une bouée de sauvetage, et ils commençaient tous deux à s'y accrocher un peu trop fort. L'entrepôt était une symphonie de chaos contrôlé. Les chariots élévateurs émettaient leurs avertissements rythmiques. Les tapis roulants fredonnaient une mélodie monotone, et le bruit sourd des cartons chargés et déchargés fournissait la percussion. Liam évoluait dans tout cela avec une compréhension innée de son fonctionnement, tel un chef d'orchestre qui connaît chaque instrument par cœur. Il était contremaître, un petit rouage essentiel dans la machine gigantesque qu'était Vance Corporation Global Logistics. Il y travaillait depuis 10 ans, gravissant lentement les échelons, passant de simple intérimaire sur le quai de chargement à un poste à responsabilité modeste. C'était un bon travail, un travail stable. Il lui permettait de payer ses factures. Il ne pensait pas beaucoup au nom inscrit sur le bâtiment, Vance. Ce n'était qu'un nom, une entité lointaine et sans visage qui signait ses chèques de paye. La PDG, Eleanor Vance, était encore plus abstraite, une figure qu'il n'avait vue que sur une photo d'entreprise fortement retouchée dans le bulletin d'information de la salle de pause il y a des années. C'était une légende, un fantôme, la femme qui avait hérité de l'Empire et triplé sa valeur. Personne dans l'entrepôt ne l'avait jamais vue. Les rumeurs disaient qu'elle vivait dans une autre ville, dans un monde complètement différent. Cette semaine-là, cependant, une nouvelle effervescence régnait dans l'entrepôt. Une initiative visant à définir la vision d'avenir de l'entreprise était en cours de déploiement. De nouvelles affiches étaient placardées sur les murs, brillantes et bleu corporate, avec des graphiques abstraits et des slogans motivants. La pièce maîtresse de la campagne était un message vidéo de la PDG elle-même qui devait être diffusé au début de chaque quart de travail pendant toute la semaine. Liam a réuni son équipe dans la salle de pause, où l'air était chargé de l'odeur du café rassis et d'un cynisme fatigué. Il a appuyé sur le bouton « Play » du moniteur et l'écran s'est allumé. Un bureau minimaliste et élégant est apparu, avec une vue imprenable sur la ville derrière une baie vitrée. Puis elle est entrée dans le cadre. Le cœur de Liam s'est arrêté. C'était Ellie. Si vous étiez à leur place, pardonneriez-vous Ellie? Donnez votre avis dans les commentaires. Discutons ensemble pour savoir qui a raison. Pas l'Ellie du parc, avec son chignon désordonné et ses yeux tristes et doux. C'était Eleanor Vance. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant et sévère. Elle portait un blazer sur mesure de la couleur de l'acier. Sa voix, lorsqu'elle parlait, était celle qu'il connaissait, mais elle était différente, raffinée, confiante, autoritaire. Elle parlait de croissance trimestrielle, d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et de synergie du marché. Les mots étaient du jargon d'entreprise familier, mais sortant de sa bouche, ils semblaient étrangers. L'homme à côté de Liam siffla entre ses dents. « Waouh, je n'aurais jamais pensé la voir un jour. Elle est intense. » Liam ne répondit pas. Il en était incapable. Il fixait l'écran, une froide terreur lui parcourant l'échine. La femme à l'écran, la puissante et intouchable PDG d'une multinationale valant plusieurs milliards de dollars, était la même femme qui avait ri de ses blagues stupides, qui lui avait confié sa solitude sur un banc public, qu'il avait laissé réparer la poupée de sa fille avec ses mains sales et calleuses. Elle s'était assise à côté de lui et l'avait écouté parler de sa vie, de son travail dans son entreprise, sans jamais dire un mot. La vidéo se termina. La salle resta silencieuse pendant un instant, puis éclata dans les grognements habituels contre les absurdités de l'entreprise. Mais Liam ne les entendit pas. Il avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Ce n'était pas seulement qu'elle était riche ou puissante, c'était le mensonge, l'omission silencieuse et délibérée qui redéfinissait désormais chaque moment qu'ils avaient partagé. Il n'était pas un ami, il était une curiosité, une expérience. Un petit bout du monde réel pour une milliardaire qui s'ennuyait. La chaleur qu'il avait ressentie, le lien qu'il croyait réel, tout cela s'était transformé en un mélange amer d'humiliation et de trahison. Il sortit de la salle de pause, les mots parfaitement articulés du PDG sur la synergie et notre famille d'entreprise résonnant dans ses oreilles comme un rire moqueur. Le monde avait basculé sur son axe. Le parc, autrefois un refuge, ressemblait désormais à une scène de théâtre. Le banc, autrefois un sanctuaire partagé, était désormais un monument à sa propre stupidité. Liam n'y retourna pas le lendemain, ni le surlendemain. Il dit à Maya qu'il devait travailler tard, une excuse qu'elle accepta avec un soupir déçu. Il ne pouvait pas affronter Eleanor Vance. Il ne pouvait pas la regarder sans voir le mensonge qui scintillait entre eux. Il se sentait comme un idiot. Lui qui se vantait de savoir lire les situations, de voir les choses telles qu'elles étaient,
avait été complètement aveugle. Chaque vulnérabilité partagée, chaque confession silencieuse était désormais entachée. Avait-elle ri intérieurement lorsqu'il s'était plaint de la logistique de l'entrepôt, sachant qu'elle pouvait licencier tout son service d'un simple email? N'était-il qu'une anecdote qu'elle raconterait lors d'un cocktail? Le petit homme pittoresque issu de la classe ouvrière qu'elle avait rencontré? Cette pensée lui donnait la nausée. Son téléphone vibra le 3e jour. Son nom, Ellie, s'afficha à l'écran. Il le fixa, le pouce suspendu au-dessus de l'icône verte. Il voulait répondre pour exiger une explication, mais à quoi bon? Le déséquilibre des pouvoirs était un gouffre trop large pour qu'il puisse l'enjamber. Il laissa le répondeur prendre le message. Elle rappela 1 heure plus tard. Il ignora à nouveau l'appel. Le silence lui semblait plus sûr. Vendredi, il emmena Maya dans un autre parc de l'autre côté de la ville. Il était plus petit, les équipements plus vieux, mais il était heureusement désert. Pendant que Maya jouait, il s'assit sur un banc métallique froid, le thermos de café qu'il avait instinctivement apporté pour 2, refroidissant à côté de lui. Il sentit une présence avant de la voir. Il leva les yeux et la vit, debout au bord du terrain de jeu. Eleanor, elle devait le chercher. Elle avait l'air différente aujourd'hui, plus semblable à la femme de la vidéo. Ses cheveux étaient plus soignés, son manteau plus structuré. L'Ellie décontractée avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait se préparer à une confrontation. Elle marcha vers lui, d'un pas mesuré, le visage impassible. « Liam, dit-elle d'une voix calme mais ferme, il faut qu'on parle. Je ne pense pas qu'on ait quoi que ce soit à se dire, Madame Vance, dit-il, le nom lui semblant étranger et tranchant sur sa langue. Son visage se crispa, sa mâchoire se raidit de manière à peine perceptible. « Ne m'appelez pas comme ça, s'il vous plaît. Pourquoi? C'est votre nom, non? Celui qui figure sur le bâtiment où je travaille. Celui qui signe mes chèques de paye. » « Je ne savais pas comment te le dire, dit-elle, sa voix perdant un peu de son calme. Quand est-ce le bon moment pour dire « Au fait, je suis le patron de ton patron, et je suis propriétaire de l'air que tu respires au travail. Peut-être avant de me laisser te dire à quel point je déteste le nouveau système d'inventaire que tu as personnellement approuvé, rétorqua-t-il, la voix montant malgré ses efforts pour rester calme. Liam, ce n'était pas comme ça. Alors c'était quoi? J'étais un projet? Une petite excursion pour voir comment vit l'autre moitié? Non, dit-elle, la voix brisée. Ce n'était pas du tout ça. Tu l'étais. Tu étais la première personne réelle à qui je parlais depuis des années. Je ne voulais pas tout gâcher. Eh bien, tu l'as fait, dit-il, ses mots résonnant avec une froide finalité. Il se leva, le dos raide. Je dois protéger ma fille. Je dois protéger mon travail. Je ne peux pas être ce que nous étions. Il la regarda, cette femme puissante, belle et complexe, qui lui avait fait ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Et tout ce qu'il voyait maintenant, c'était le risque. Nous venons de mondes différents, Eleanor. J'ai été stupide de penser le contraire. Reste dans ton monde, s'il te plaît. Je resterai dans le mien. Après cette confrontation, appuyez sur le bouton « J'aime » pour donner plus de force à cette histoire, afin qu'elle touche davantage de personnes. Il appela Maya d'une voix rauque et s'éloigna sans se retourner, la laissant seule au milieu du parc désert. Le fossé entre eux était désormais un canyon béant et infranchissable. Les jours qui suivirent furent gris. Liam se plongea dans son travail, un refuge d'épuisement physique qui ne laissait guère de place à la réflexion. Il était le premier à arriver à l'entrepôt et le dernier à partir. Ses mouvements étaient vifs, efficaces et dépourvus de leur calme habituel. Son équipe remarqua le changement. Les plaisanteries faciles avaient disparu. Les blagues partagées tombaient à plat. Liam était là, mais il n'était pas présent. Il était comme une coquille vide, son esprit perpétuellement ailleurs, repassant en boucle les conversations sur le banc du parc, disséquant chaque mot à la recherche de sens cachés, de signes qu'il aurait dû voir. La colère s'était estompée, laissant place à une douleur sourde et persistante de déception. Ce n'était pas seulement le mensonge, c'était la perte du sentiment qu'il avait éprouvé avec elle. Ce sentiment d'être vu, d'être compris. Il avait laissé une petite lueur d'espoir pénétrer dans la forteresse soigneusement gardée de sa vie. Et maintenant qu'elle avait disparu, le silence qu'elle avait laissé derrière elle était assourdissant. Maya avait également senti le changement. Elle était plus calme à la maison, son énergie habituelle remplacée par une vigilance plus modérée. « Ellie est-elle en colère contre nous, papa ?» demanda-t-elle un soir en poussant ses haricots verts dans son assiette. La main de Liam s'immobilisa, sa fourchette suspendue au-dessus de son assiette. « Non, ma chérie, elle n'est pas en colère, elle est juste très occupée. »« Oh !» dit Maya en fronçant son petit front. « Les adultes sont souvent occupés. » Cette observation simple et innocente
frappa Liam plus durement que n'importe quelle accusation. Il se comportait en adulte. Il était pragmatique, logique, prudent. Il les protégeait. Alors pourquoi avait-il l'impression de les laisser tomber? Pendant ce temps, dans un bureau aux parois de verre surplombant la ville, Eleanor Vance se noyait dans la vie même qu'elle avait tenté de fuir. Les réunions étaient interminables, les décisions monumentales, la pression étouffante. Elle passait ses journées avec une précision automatique irréprochable, le visage impassible, affichant une compétence froide. Mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Le parc, le banc, le goût des biscuits légèrement brûlés, tout cela lui semblait être un rêve dont elle s'était réveillée trop tôt. Le visage de Liam, sa force tranquille, ses mains calleuses réparant le jouet d'un enfant. Ces images étaient gravées dans son esprit. Ces mots résonnaient dans sa tête. « Reste dans ton monde, je resterai dans le mien ». Elle avait essayé. Elle s'était replongée dans le monde des chiffres et des cours de la bourse. Le monde où elle était Eleanor Vance, PDG. Mais l'armure ne lui allait plus. Elle la trouvait creuse, fragile. Elle se surprenait à regarder par la fenêtre, non pas le paysage urbain tentaculaire, mais au-delà, à la recherche d'une parcelle de verdure qu'elle savait ne pas pouvoir voir. Elle l'avait entendu. C'était un fait auquel elle ne pouvait échapper. Dans sa tentative de se sentir réelle, elle avait fait preuve de négligence envers la réalité de quelqu'un d'autre. Elle avait confirmé ses pires suppositions sur les gens comme elle. Assise à son immense bureau, devant une pile de contrats attendant sa signature, elle ressentait une profonde et déchirante solitude. Elle avait tout ce qu'elle était censée désirer. Et pourtant, tout cela lui semblait insignifiant. La seule chose qui lui semblait réelle, la seule personne qui avait vu au-delà du nom et de l'argent, avait disparu. Et c'était de sa faute. Elle avait construit une forteresse autour de son cœur pendant des années. Et la seule fois où elle avait baissé le pont-levis, elle avait fini par blesser la seule personne qu'elle avait voulu laisser entrer. La vie s'était installée dans une nouvelle normalité inconfortable. Pour Liam, cela signifiait une vigilance constante. Il était hyper conscient de sa position à l'entrepôt, remettant en question chaque décision, se préparant à un licenciement qui ne venait jamais. Il évitait le bureau principal, gardait la tête baissée et ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Il était un employé modèle, efficace et invisible, ce qui était exactement la façon dont il pensait qu'un homme dans sa position devait se comporter lorsque le PDG connaissait son nom. La douleur silencieuse de ce qu'il avait perdu était une compagne constante, un fantôme assis à côté de lui sur le banc du parc, qu'il évitait désormais soigneusement. Il se disait que c'était pour le mieux, une amputation nécessaire pour éviter une infection plus grave de l'espoir et un chagrin inévitable. Il avait Maya, cela suffisait. Il fallait que cela suffise. Pour Eleanor, son retour au trône ressemblait à une peine de prison qu'elle s'était elle-même infligée. Elle présidait les réunions avec une autorité détachée. Son esprit vagabondait vers le souvenir du rire d'un enfant et le regard fixe d'un homme. Le monde de l'entreprise, qui avait autrefois été son champ de bataille et sa victoire, ressemblait désormais à une cage dorée. La campagne Vision d'avenir qu'elle avait lancée lui semblait être une ironie amère. Quelle vision avait-elle d'autre qu'une vie à laquelle elle ne pouvait retourner? Ses cadres avaient remarqué le changement. Sa concentration légendaire avait disparu, remplacée par une héritière distraite et mélancolique. Ils attribuaient cela au stress du leadership, sans jamais deviner que la véritable source était un contremaître d'entrepôt qu'il avait rejeté. Le catalyseur du changement vint, comme souvent, de la sagesse innocente d'un enfant. Un samedi, alors que Liam essayait de réparer un robinet qui fuyait dans la petite salle de bain de leur appartement, Maya était assise par terre, en train de colorier. Elle était restée silencieuse toute la matinée. « Papa », dit-elle, sans lever les yeux de son dessin. « Oui, ma chérie, Ellie te manque ?» La question était si directe, si simple, qu'elle le désarma complètement. Il tâtonna avec sa clé, le métal cliquetant contre le lavabo en porcelaine. Il s'éclaircit la gorge. « C'est compliqué, Maya. »« Non, ce n'est pas compliqué, » dit-elle en levant enfin les yeux vers lui, son crayon à la main. « Tu étais plus heureux quand elle était là. Tu riais plus. » Il s'arrêta et regarda sa fille. Son expression n'était pas accusatrice, juste observatrice. C'était une simple constatation, et c'était vrai. Il avait été plus heureux. Il s'était senti plus léger, plus vivant. Parfois, continua-t-elle en se retournant vers sa feuille, il faut aussi être courageux pour les choses heureuses, pas seulement pour les choses difficiles. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire et d'autres récits similaires qui touchent à la vie. Liam s'effondra sur le rebord de la baignoire, la clé à molette oubliée dans sa main.
Une enfant de 7 ans venait de diagnostiquer avec une précision dévastatrice le cœur de sa lâcheté. Il avait été courageux toute sa vie pour les choses difficiles, pour la maladie de Sarah, pour élever seule une fille, pour le travail acharné de son emploi, mais il n'avait pas été assez courageux pour la possibilité du bonheur. Il avait laissé la peur de ce qu'il pouvait perdre l'empêcher de se battre pour ce qu'il pouvait gagner. Il avait vu Éléanore non pas comme une personne, mais comme le symbole d'un monde qui pouvait lui faire du mal. Il l'avait mise dans une boîte, tout comme il l'avait accusée de le faire avec lui. Il regarda ses mains, calleuses et habiles. Elles pouvaient réparer des moteurs, des tapis roulants, des robinets qui fuyaient. Peut-être, juste peut-être, pouvaient-elles aussi réparer cela. Il se leva, une nouvelle détermination se renforçant dans sa poitrine. Il ne savait pas s'il était trop tard, mais pour la première fois depuis des semaines, il savait qu'il devait essayer. Il devait être courageux pour le bonheur, pour Maya et pour lui-même. Liam n'avait pas de plan. Il savait simplement qu'il ne pouvait pas laisser les choses se terminer ainsi, dans le silence et l'incompréhension. L'idée d'entrer dans le siège social monolithique et étincelant de la Vance Corporation était suffisamment intimidante pour lui nouer l'estomac. Mais l'idée de ne plus jamais revoir Ellie était pire. Il commença modestement. Il trouva un morceau de carton solide dans une boîte d'emballage de l'entrepôt et, pendant sa pause déjeuner, il dessina soigneusement le banc du parc dessus. C'était un dessin simple et grossier, mais il était sincère. Il dessina 2 silhouettes assises dessus et 2 autres plus petites jouant sur les balançoires. Il n'écrivit pas de mots. Il espérait que l'image suffirait. Il adressa l'enveloppe en papier craft à Eleanor Vance, PDG, ressentant une nouvelle vague d'absurdité en écrivant ces mots. Il laissa l'adresse de l'expéditeur vide. Il la déposa dans une boîte aux lettres en rentrant du travail. Ce geste lui semblait à la fois monumental et désespérément insignifiant. Que pouvait bien représenter un dessin sur du carton pour une femme qui brassait des milliards? L'enveloppe atterrit sur le bureau d'Eleanor 3 jours plus tard, triée par son assistante parmi une montagne de courriers d'entreprise. Elle semblait déplacée. Un humble morceau de carton brun au milieu de rapports sur papier glacé et de lettres à en-tête gaufrée. Son assistante, une jeune femme vive d'esprit nommée Clara, avait failli la jeter, mais l'absence d'adresse de retour l'avait fait hésiter. Elle la plaça au sommet de la pile. Eleanor la vit dès qu'elle entra dans son bureau. Elle le prit, le front plissé. Lorsqu'elle sortit le dessin, elle eut le souffle coupé. C'était le banc, c'était eux. Il n'y avait pas de mots, mais le message était clair comme de l'eau de roche. Ce n'était pas une excuse, c'était un souvenir, un rappel de ce qui était réel. C'était une branche d'olivier offerte depuis l'autre bout du monde. Elle s'enfonça dans son fauteuil en cuir, le dessin entre les mains. Et pour la première fois depuis son retour, elle ressentit une lueur de la femme qu'elle avait été dans ce parc. La femme qui riait des mauvaises blagues et n'avait pas peur des biscuits brûlés. Liam n'avait pas abandonné. Il avait franchi le fossé. C'était maintenant son tour. Elle appela son assistante. « Clara, annulez mon après-midi. Tout. Mais Mademoiselle Vance, vous avez la réunion trimestrielle avec le conseil d'administration. Annulez-la, Eleanor, dit-elle d'une voix ferme et claire. Elle se leva, le dessin toujours à la main. Elle en avait assez de laisser son emploi du temps dicter sa vie. Elle prit son manteau, le simple manteau gris qu'elle avait porté au parc, et sortit de son bureau sans se retourner. Elle ne savait pas ce qu'elle allait lui dire, mais elle savait où elle devait aller. Elle retournait sur le banc. C'était le seul endroit où elle s'était toujours sentie chez elle. Le parc était calme, baigné par la lumière douce et apaisante de la fin d'après-midi. L'air était frais, annonçant les premiers signes de l'automne. Eleanor s'assit sur le banc, leur banc, les mains serrées sur ses genoux. Elle attendait depuis près d'1 heure, un nœud d'angoisse se resserrant dans son estomac à chaque minute qui passait. Et s'il ne venait pas? Et si le dessin était un adieu et non une invitation? Elle regardait les familles aller et venir, les rires des enfants résonner autour d'elle, et ressentait à nouveau un profond sentiment d'être une étrangère. Puis elle l'aperçut. Il remontait le chemin, d'un pas assuré, les épaules droites. Il portait la même veste en flanelle usée. Il ne la regardait pas, mais sa fille Maya, qui marchait à ses côtés, lui tenant la main. Son cœur bondit dans sa gorge. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle. Maya, cependant, continua d'avancer. Elle lâcha la main de son père et courut vers elle. « Ellie !» cria-t-elle en se jetant dans les bras d'Eleanor pour l'étreindre sans réserve. Les yeux d'Eleanor se remplirent de larmes tandis qu'elle enlaçait la petite fille. « Bonjour ma chérie, tu m'as manqué, tu nous as manqué aussi », dit Maya en s'écartant pour la regarder sérieusement. Papa était triste. Liam tressaillit, mais ne le nia pas. Il parcourut le reste du chemin et se tint devant elle, les mains dans les poches,
le regard mêlé d'espoir et d'appréhension. « J'ai reçu ton dessin, dit Éléanore d'une voix douce. « Ce n'était pas un dessin, corrigea-t-il gentiment. C'était une question. » Elle se leva, le regard rivé sur lui. L'espace entre eux crépitait de mots non dits, de semaines de silence et de regrets. « Et quelle est la réponse ?» demanda-t-il d'une voix basse. « La réponse est « Je suis désolée », dit-elle, la voix légèrement tremblante. « J'ai été lâche. J'ai caché qui j'étais parce que j'avais peur que tu ne vois pas au-delà du nom, de l'argent. J'avais tellement peur que tu me juges que je ne t'ai jamais donné la chance de ne pas le faire. J'ai été lâche moi aussi, admit-il, la voix chargée d'émotion. J'ai vu le nom, le pouvoir, et je me suis enfui. J'ai laissé ma peur de ton monde m'aveugler et m'empêcher de voir la personne qui se tenait juste devant moi. C'est moi qui suis désolé. » Maya les regarda tour à tour, un petit sourire entendu sur les lèvres. « Vous voyez, vous n'êtes pas en colère l'un contre l'autre. » Ils regardèrent tous deux la petite fille, puis se regardèrent à nouveau, et un lent sourire partagé brissa l'attention. « Non, dit Éléanore, les yeux brillants. Nous ne sommes pas en colère. Je ne sais pas comment nous allons y arriver, dit Liam honnêtement. Nos vies ne sont pas construites de la même manière, alors nous construirons quelque chose de nouveau, répondit-elle en s'approchant de lui avec hésitation. Ensemble. Elle tendit la main et prit la sienne. Ses doigts calleux s'enroulèrent autour des siens. Une union parfaite et inattendue. Ce n'était pas une solution. Ce n'était pas une fin de conte de fées. C'était un commencement réel, compliqué, terrifiant et magnifique. Et alors que le soleil se couchait sur le parc, les plongeant dans une lumière dorée et chaleureuse, ils restèrent là, main dans la main. Deux mondes différents qui avaient finalement choisi de ne faire plus qu'un. Le premier pas était le plus difficile. Il exigeait un niveau de vulnérabilité auquel aucun d'eux n'était habitué. Pour Liam, cela signifiait la laisser entrer dans son monde, le vrai, pas seulement dans le parc soigneusement entretenu. Il l'invita à dîner dans son appartement. C'était un petit 2 pièces dans un immeuble où la peinture s'écaillait et où les couloirs sentaient toujours vaguement la cuisine des autres. Il passa toute la journée à nettoyer, à récurer les sols et à s'inquiéter que cela ne suffise pas. Lorsqu'elle arriva, elle ne portait ni blazer ni talons. Elle était vêtue d'un pull doux et portait un sac de course, un sourire nerveux aux lèvres. Elle ne fit aucun commentaire sur la taille de l'appartement ou le canapé usé. Au lieu de cela, son regard se posa directement sur le mur couvert de dessins de Maya collés près de la cuisine. « C'est ce que je préfère », dit-elle en suivant du doigt le dessin d'un fils souriant et bancal. Il prépara des spaghettis, le seul plat qu'il savait cuisiner sans utiliser de sauce toute prête. Elle l'aida à couper les légumes avec une maladresse surprenante qui le fit rire. Ils mangèrent sur sa petite table de cuisine bancale, Maya bavardant joyeusement entre eux. C'était simple, imparfait, et l'un des meilleurs repas qu'Éléanore ait jamais pris. Pour Éléanore, la première étape consistait à le laisser entrer dans son univers. Pas celui de l'entreprise, mais celui de sa vie privée. Elle l'emmena avec Maya chez elle, une grande maison moderne située dans une communauté fermée qui ressemblait davantage à un musée qu'à un lieu où vivaient des gens. Le silence dans la maison était immense, les pièces vastes et vides. Liam la parcourut avec une admiration silencieuse, mais aussi une compréhension naissante de sa solitude. « C'est grand », dit-il en se tenant au milieu du salon qui aurait pu contenir tout son appartement. « C'est vide », répondit-elle, sa voix résonnant légèrement dans cet espace caverneux. Maya, cependant, était au paradis. Elle découvrit la piscine intérieure et le home cinéma, et ses cris de joie apportèrent à la maison une vie qu'elle n'avait jamais connue. Pendant que Maya regardait un film, ils s'assirent sur la terrasse donnant sur une pelouse parfaitement entretenue, les lumières de la ville scintillant au loin. « J'ai vendu la maison », dit soudain Éléanore. Liam la regarda avec surprise. « Quoi ? Cette maison ? Ce n'est pas un foyer, c'est un monument à une vie dont je ne veux plus. Je cherche quelque chose de plus petit, quelque chose dont les murs ont entendu des rires. » Il ne savait pas quoi dire. Ce geste était si profond, si décisif, qu'il le laissa sans voix. Il comprit alors qu'elle ne parlait pas seulement de construire quelque chose de nouveau. Elle était en train de démolir l'ancien. Elle faisait plus que la moitié du chemin vers lui. « Je me suis trompé à ton sujet », dit-il, la voix pleine d'un nouveau respect. « Tu n'es pas seulement un PDG, tu es une force de la nature. » Elle sourit d'un sourire vraiment radieux. « Je suis juste une femme qui a enfin compris ce qui est important. » Ils venaient toujours de mondes différents, mais ils apprenaient à construire des ponts. Ils apprenaient le langage de l'autre, naviguant dans les territoires étrangers de leur vie avec une confiance prudente et grandissante. Le fossé entre eux était toujours là, mais il ne semblait plus infranchissable.
Ils ressemblaient à un espace qu'ils pouvaient combler ensemble. Le changement chez Vance Corporation a commencé subtilement. Il ne s'agissait pas d'un communiqué de presse ou d'une refonte spectaculaire, mais d'une série de petits changements significatifs qui ont commencé au sommet de la hiérarchie. Eleanor a commencé à parcourir les étages de ses bâtiments, y compris les entrepôts. Sa première visite dans les locaux de Liam a provoqué une onde de choc parmi les employés. La PDG, le fantôme dans la machine, était là en personne, vêtue de bottes de sécurité et d'un simple manteau. Elle n'était pas accompagnée d'une équipe de cadres. Elle était venue seule. Elle a demandé à Liam de lui faire visiter les lieux. Il l'a guidée à travers les allées, lui expliquant les goulots d'étranglement dans le flux de travail, l'équipement obsolète, la pression exercée sur les travailleurs. Il s'est exprimé de manière simple et honnête, non pas comme un employé s'adressant à son patron, mais comme un expert dans son domaine. Elle a écouté, non pas avec l'air détaché d'une stratège, mais avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui voulait vraiment comprendre. Elle a posé des questions. Elle a parlé aux autres travailleurs, se souvenant de leurs noms, écoutant leurs plaintes et leurs idées. Après sa visite, les choses ont commencé à changer. De nouveaux équipements ergonomiques ont commencé à arriver. L'entreprise a annoncé une nouvelle initiative de participation aux bénéfices pour tous les employés non cadres. Elle a élargi les politiques de congé parental et investi dans des ressources de garde d'enfants sur place. La campagne Vision d'avenir a été discrètement remplacée par un nouveau slogan « People First », les personnes d'abord. Le monde des affaires était stupéfait. Le conseil d'administration était sceptique. Mais les employés sur le terrain, les hommes et les femmes, qui, comme Liam, étaient le moteur de l'entreprise, ont ressenti le changement de manière tangible. Ils se sentaient considérés. L'équipe de Liam a commencé à le regarder différemment, avec un nouveau respect. Il n'était plus seulement leur contremaître, il était l'homme qui avait l'oreille du PDG. Mais Liam et Eleanor ont gardé leur relation personnelle secrète. Elle leur appartenait. Elle n'était pas destinée au grand public. Ils ont continué leur vie en dehors des murs de l'entrepôt. Une famille recomposée en devenir. Ils allaient au marché fermier et cuisinaient des crêpes bancales le samedi matin. Il lui a appris à changer un pneu. Elle lui a fait découvrir des œuvres d'art dont il n'avait jamais entendu parler. Leur monde était toujours différent, mais ils ne se sentaient plus séparés. Ils formaient les deux parties d'un tout, chacun apportant ses propres forces, sa propre histoire. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le banc familier du parc et regardaient Maya et Chloé courir après les lucioles, Eleanor posa sa tête sur son épaule. « Tu sais, dit-elle doucement, avant je pensais que le pouvoir c'était le contrôle, être au sommet. » Il passa son bras autour d'elle et la serra contre lui. « Et maintenant, dit-elle en regardant leur fille, je pense que le vrai pouvoir consiste à construire un monde où tout le monde se sent suffisamment en sécurité pour être heureux. » Liam regarda les deux petites filles, leur rire, une mélodie dans le crépuscule, puis la femme incroyable à ses côtés. Il savait avec une certitude profonde qu'elle avait raison. Ils avaient trouvé leur pouvoir, non pas dans une salle de réunion ou un entrepôt, mais ici même, sur un simple banc public, dans l'acte révolutionnaire et silencieux de se choisir l'un l'autre. La vie qu'ils construisaient n'était pas un conte de fées, c'était mieux, c'était réel. La lumière du soleil pénétrait par les grandes fenêtres du centre communautaire nouvellement ouvert, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Le bâtiment, une ancienne bibliothèque abandonnée à la périphérie de la ville, avait été transformé. La peinture fraîche, les fresques lumineuses et les étagères remplies de nouveaux livres et d'ordinateurs lui donnaient un air d'espoir vibrant. Il s'agissait du premier projet d'envergure d'Eleanor dans le cadre de sa nouvelle initiative People First, un centre communautaire entièrement financé par Vance Corp, proposant des programmes parascolaires, des formations professionnelles et des services de garde d'enfants gratuits. Lors de la cérémonie d'ouverture, Eleanor se tenait debout sur un simple podium en bois, vêtue non pas d'un tailleur chic, mais d'une robe simple, les cheveux lâchés. Elle ne parlait pas de responsabilité d'entreprise ou de synergie de marque, mais de communauté, de l'importance d'investir dans les personnes. Liam se tenait à l'arrière de la foule. Maya était perchée sur ses épaules, observant la scène avec une fierté tranquille qui semblait sans limite. Il ne regardait pas seulement sa partenaire, il regardait la manifestation physique des valeurs qu'il partageait. Il voyait les visages dans la foule, ses voisins, ses collègues, des gens de tous horizons, et il voyait l'espoir sincère dans leur... Après son discours, Eleanor s'est frayé un chemin à travers la foule, non pas avec la distance d'une PDG, mais avec la chaleur d'une voisine. Elle s'est arrêtée lorsqu'elle a atteint Liam, les yeux brillants. « Qu'en penses-tu » a-t-elle demandé, d'une voix basse qui ne s'adressait qu'à lui. « Je pense, »
a-t-il répondu en descendant Maya de ses épaules. Que tu ne fais que commencer. Maya courut immédiatement vers Chloé, qui aidait à distribuer des cupcakes, et les deux se fondirent dans un fou rire. Eleanor les regarda, le cœur rempli de joie. « J'ai une réunion du conseil d'administration demain », dit-elle en se tournant vers Liam. « Ils sont réticents à certaines de mes idées les plus ambitieuses. Ils pensent que je suis trop idéaliste, que j'oublie l'essentiel. » Liam lui prit la main, son pouce effleurant ses jointures. « Alors montre-leur ça », dit-il en désignant la salle animée, les enfants qui lisaient dans un coin lumineux, les adultes qui s'inscrivaient à des cours d'informatique. C'est ça, le résultat net. Ce n'est pas ce que fait une entreprise, c'est ce qu'elle construit. Sa confiance simple et inébranlable en elle était la seule armure dont elle avait besoin. Elle lui serra la main, sa confiance retrouvée. « Je veux que tu viennes avec moi », dit-elle. « À la réunion ?» Il haussa un sourcil. « Moi, dans une salle de réunion ? Je ne crois pas avoir de cravate. »« Tu n'as pas besoin de cravate », dit-elle avec un sourire doux mais ferme. « J'ai juste besoin de toi. Tu es mon phare, Liam. Tu me rappelles pourquoi nous nous battons. » Il la regarda dans les yeux et ne vit pas une PDG milliardaire, mais la femme qu'il aimait, une femme qui essayait de changer le monde, un centre communautaire, une personne à la fois, et il sut qu'il la suivrait n'importe où. La salle de réunion était une arène de pouvoir silencieux. Une longue table en acajou poli reflétait la lumière froide des spots encastrés au plafond. Les chaises étaient en cuir noir, à haut dossier et imposantes. Assis autour de la table se trouvaient les titans de l'industrie, des hommes et une autre femme vêtus de costumes sombres austères, leurs visages impassibles reflétant leur richesse et leur influence. Ils dégageaient une aura d'autorité intouchable. Lorsque Eleanor entra, un murmure parcourut la salle. Mais lorsque Liam la suivit, le murmure se transforma en un silence stupéfait et palpable. Il portait son meilleur pantalon de travail sombre et une chemise boutonnée propre et repassée, sans cravate. Ses mains, calleuses et assurées, étaient sur les côtés. Il n'était pas l'un d'entre eux, et tout le monde dans cette pièce le savait. Il sentait une douzaine de paires d'yeux posés sur lui, le disséquant, le jugeant. Pendant un bref instant, il eut envie de se recroqueviller, de s'excuser d'être là. Mais il croisa alors le regard d'Eleanor, qui lui fit un petit signe de tête presque imperceptible. C'était tout ce dont il avait besoin. Il redressa les épaules et se tint à côté d'elle, calme et solide. « Bonjour », commença Eleanor d'une voix calme et claire, brisant la tension. « Avant de commencer les rapports trimestriels, j'aimerais vous présenter Liam. » Elle ne donna pas son nom de famille ni son titre. « C'est mon partenaire, et c'est lui qui a inspiré la nouvelle orientation prise par cette entreprise. » Un homme plus âgé aux cheveux argentés, le président du conseil d'administration, s'éclaircit la gorge. « Eleanor, avec tout le respect que je vous dois, cela est tout à fait inhabituel. Il s'agit d'une réunion du conseil d'administration, pas d'une réunion sociale. »« J'en suis consciente, Charles, » répondit-elle d'un ton ferme. « Depuis trop longtemps, les décisions prises dans cette salle sont déconnectées des personnes qu'elles affectent. Nous parlons de main-d'œuvre, d'unité et de logistique, mais nous oublions que nous parlons d'êtres humains. Nous regardons le monde depuis le 50e étage. Liam le regarde depuis le sol. Je pense que nous avons besoin de son point de vue. » Elle se lança alors dans sa présentation, non pas avec des tableaux et des graphiques, mais avec des anecdotes. Elle leur a parlé du centre communautaire, des mères célibataires qui pouvaient désormais chercher un emploi grâce à la garde d'enfants gratuite, des adolescents qui acquéraient des compétences qui leur ouvriraient des perspectives d'avenir. Liam n'a pas dit un mot. Il est resté debout, immobile. Mais sa présence en disait long. Il incarnait à lui seul sa nouvelle philosophie. Il représentait les personnes concernées par son initiative, les gens d'abord. Lorsqu'elle eut terminé, le silence régnait à nouveau dans la pièce. Mais c'était un silence différent. C'était le bruit d'un paradigme de longue date qui commençait à se fissurer. Il n'était pas un intrus dans son monde. Il en était une partie nécessaire. Et ensemble, ils construisaient un pont, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui s'étaient déjà sentis du mauvais côté de la barrière. Les saisons se succédèrent. L'air vif de l'automne laissa place à la fraîcheur tranquille de l'hiver, puis à la chaleur timide du printemps. Le monde que Liam et Eleanor avaient construit ensemble n'était pas une romance fulgurante digne des tabloïds, mais une structure solide et tranquille forgée au quotidien. C'était dans la façon dont il se présentait à son bureau à la fin d'une longue journée, non pas avec des fleurs, mais avec un thermos de café, sachant qu'elle serait trop épuisée pour se le préparer elle-même. C'était dans la façon dont elle s'asseyait dans le garage bruyant et en désordre de son immeuble, lisant un livre pendant qu'il apprenait à Maya
comment changer correctement l'huile de sa vieille voiture. Sa présence était un havre de paix dans son monde de graisse et d'engrenage. Ils formaient un couple étrange et magnifique. La PDG en pull en cachemire apprenant la différence entre une douille et une clé, et le contremaître d'entrepôt capable de tenir tête au conseil d'administration dans un débat sur la responsabilité fiscale. L'entreprise a continué à se transformer sous l'impulsion de leur vision commune. La productivité des entrepôts a augmenté, non pas à cause de la pression, mais grâce au moral des employés. Le People First Fund s'est développé, finançant des bourses d'études et des cliniques de santé communautaires. Eleanor Vance, autrefois connue comme une requin impitoyable du monde des affaires, était désormais saluée comme une visionnaire, une dirigeante qui avait compris que le plus grand atout d'une entreprise était son humanité. Mais leur véritable succès se mesurait dans des moments plus petits, plus discrets. Il se mesurait dans les rires légers qui remplissaient désormais la nouvelle maison, plus petite, d'Eleanor. Il se mesurait dans la façon dont Maya et Chloé étaient devenues de véritables sœurs, naviguant dans le monde en formant un front uni. Il se mesurait au confort d'un silence partagé sur leur banc dans le parc, en regardant le coucher du soleil, leurs mains entrelacées. Deux mondes autrefois séparés étaient désormais si complètement fusionnés qu'ils ne pouvaient plus les imaginer séparés. Un samedi après-midi, ils étaient tous au parc, l'endroit où tout avait commencé. Maya et Chloé étaient sur les balançoires, essayant de voir qui pouvait aller le plus haut. Leurs cris de joie, une bande sonore familière. Liam et Eleanor étaient assis sur le banc, suffisamment près l'un de l'autre pour que leurs épaules se touchent. Ils lisaient le journal et elle dessinait dans un petit carnet un passe-temps qu'elle avait repris. « Tu sais, » dit Liam en pliant le journal et en le mettant de côté, « j'ai vu un article sur toi ici. » Elle leva les yeux, un sourire espiègle aux lèvres. « Oh, de quoi suis-je accusée cette semaine? D'avoir fait chuter la bourse avec ma gentillesse? Quelque chose comme ça. » Il rit. « Ils t'ont qualifié de révolutionnaire improbable. » Elle pencha la tête, réfléchissant au titre. « Je vais le prendre. » Mais ils se sont trompés sur un point. « Lequel ? » « Je ne suis pas une révolutionnaire, dit-elle, le regard doux posé sur lui. Je suis simplement tombée amoureuse d'un révolutionnaire. » Il se pencha vers elle et l'embrassa. Un baiser lent et doux, plein du réconfort et de la certitude d'un amour qui avait été mis à l'épreuve et qui avait non seulement survécu, mais s'était épanoui. Ce n'était pas un conte de fées. C'était quelque chose de bien mieux. C'était leur vie, construite non pas sur un fantasme, mais sur le terrain solide et inébranlable de la gentillesse, du respect et d'un amour assez courageux pour voir au-delà des apparences et percevoir les choses vraiment importantes qui se cachèrent derrière.